Mon invité, c'est Tony Bernard, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Impact Tank. Vous nous le présentez en quelques mots, qui l'a créé, pourquoi? L'Impact Tank, c'est un think tank créé par le groupe SOS et par 4 universités, Sciences Po, la Sorbonne, Paris-Dauphine et le CNAM, qui travaillent sur la mesure d'impact. Et donc, on essaie de rassembler des mondes qui ne se parlent pas, les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, très engagés, les chercheurs et les pouvoirs publics, pour réfléchir ensemble à l'impact de leurs actions, des politiques publiques, des décisions économiques, et pour réfléchir aux meilleurs indicateurs pour mesurer cet impact, pour l'augmenter. Conséquences environnementales, sociales aussi, sociétales, des décisions qui sont prises, c'est ça? Oui, les deux, et puis aussi l'impact social de la transition écologique, et donc des décisions environnementales qui pèsent souvent sur les épaules des plus modestes. Oui, c'est vrai, et qui rendent d'ailleurs la transformation environnementale difficilement acceptable, et c'est ce qu'on voit bien dans les résultats d'un certain nombre d'élections. La dernière édition du sommet de la mesure d'impact, elle porte notamment sur cette question de lien social, avec, vous avez publié je crois 2 rapports en lien avec ce sommet, notamment une question autour du rôle de l'école, le rôle important de l'école pour reconstruire le lien social. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, un rapport sur l'école parce qu'il y a urgence à refaire société. Les chiffres sont importants, révèlent une certaine urgence. Plus de 80% des Français se disent méfiants vis-à-vis des autres et vis-à-vis des institutions. Le chiffre, il est colossal. Il m'a surpris. Et l'un des carburants de cette frustration, l'un des carburants des ressentiments des Français, c'est la compétition méritocratique. Parce que le canular autour de la méritocratie a des conséquences directes sur notre démocratie. Simon Guillouin, en 2023, faisait ressortir des chiffres intéressants sur la déception des citoyens qui sont davantage prêts à se rallier à une option autoritaire dans l'espoir qu'un tel régime soit plus à l'écoute de leurs revendications. Oui. Et je crois que l'école elle a un rôle pour ressouder, pour rebâtir le lien. Et dans le rapport sur l'école, on met en avant une recommandation assez forte autour de la mixité sociale dans les établissements. Je ne sais pas si vous vous rappelez les expérimentations lancées par Najat Vallaud-Belkacem en 2016, qui ont été évaluées dernièrement en 2023 par le LIEP et le HESS, et qui montrent des résultats assez peu significatifs sur les résultats scolaires, enfin des impacts peu significatifs sur les résultats scolaires, c'est souvent l'inquiétude des parents. En revanche, des impacts très forts sur la connaissance de l'autre, sur le sentiment de sécurité, sur le climat social de la classe qui s'apaise. En fait, on construit le vivre ensemble dans la classe en faisant se rencontrer toute une génération issue de catégories de la population très différentes, et on renforce la santé de notre démocratie. Et ça, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis quelque chose comme ça, mais c'est mieux quand la science le confirme. Oui, effectivement. Il y a un certain nombre de leçons dans votre rapport aussi sur l'impact du lien social dans les territoires. C'est peut-être un autre rapport d'ailleurs. Quelle leçon principale vous en tirez ? Oui, un deuxième rapport avec des chiffres tout aussi éloquents. 12% des Français qui sont en situation d'isolement, plus de 21% qui se disent régulièrement seuls aussi. C'est l'enquête Solitude 2024 qui le dit. Et un risque d'isolement qui augmente avec l'âge, avec les situations de précarité, les situations de monoparentalité, avec la vieillesse, avec aussi les personnes porteuses de handicap. Et ces évolutions démographiques, elles vont dans le sens d'une augmentation de ces catégories à risque d'isolement. Et évidemment, in fine, tout le monde sera touché un jour par la vieillesse ou la maladie. Avec un certain nombre d'initiatives ou de solutions, par exemple les colocations intergénérationnelles. C'est une association peut-être qui s'appelle Ensemble de Générations, c'est ça ? Oui. Qui propose quoi ? Alors, Ensemble de Générations, c'est en effet des colocations qui mettent en lien à la fois des personnes, des seniors, des personnes âgées, des plus jeunes, qui ont besoin d'avoir accès à des logements. Je pense que l'un des enseignements majeurs, c'est que les lieux où se crée le lien social ont complètement évolué, ont complètement changé. C'est-à-dire que 90% des cafés ont disparu en un siècle. On est le pays le moins syndicalisé de l'Union européenne, alors qu'on est passé de 30% dans les années 90 à 10% seulement. 4 millions d'enfants allaient en colonie de vacances dans les années 60, c'est plus que 1 million en 2020. Bref, le lien social se crée autrement. Donc il faut recréer des lieux où ce lien se fait, c'est ça ? L'action publique est plutôt volontariste, notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux. C'est pas les seuls.
un Français sur deux crée du lien social dans les centres commerciaux. En fait, ce sont les centres commerciaux qui ont pris le relais. Alors, ça veut dire beaucoup de choses aussi sur les valeurs qui animent notre société. C'est aussi les centres-bourgs, les commerces de ville. Et donc, l'action publique et privée pour rebâtir le lien social doit agir autrement sur ces autres lieux. Et donc, ces colocations, c'est l'un des endroits où on peut recréer du lien social entre deux générations, en fait. Oui, c'est l'un des endroits. C'est en effet travailler sur la mixité intergénérationnelle. C'est un moyen, en effet, de rebâtir le lien entre les gens. D'une manière générale, Tony Bernard, comment on peut évaluer le lien social? Est-ce qu'il y a des métriques, en quelque sorte? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe, évidemment. Le lien social, il est fluide, pas figé en un temps donné. Et avec ce travail de recherche, on a développé un cadre d'évaluation spécifique au lien social. C'est-à-dire que souvent, dans les évaluations d'impact, le lien social est un objectif secondaire. Aujourd'hui, nous, on milite pour qu'il soit un objectif prioritaire, en lien, évidemment, parce que ça résonne avec l'urgence dont je parlais tout à l'heure. Un exemple concret... Un autre exemple d'un projet recensé dans nos travaux, celui au Captif La Libération, qui est une vieille association qui s'occupe des personnes sans abri. Et dans ces sujets sociaux, voire très sociaux, souvent la mesure d'impact est vue comme inquiète les travailleurs sociaux, inquiète parce que on peut, si on conditionne les financements à la mesure d'un impact, peut-être s'éloigner des publics trop fragiles, trop vulnérables, qui dégraderaient le taux de sortie positive. Évidemment, il faut tenir compte de ces inquiétudes parce qu'elles sont légitimes. Et au Captif La Libération a intégré la mesure d'impact dans son action au quotidien, n'a pas confié le reporting aux équipes administratives éloignées du terrain. Ce sont les travailleurs sociaux qui mesurent l'impact de leur binôme avec la personne fragile qu'ils accompagnent. Ça permet de mesurer leur impact individuel et puis de manière agrégée de mesurer aussi l'impact global de l'association. Est-ce que ça veut dire que qu'il faut développer des indicateurs qui sont des indicateurs spécifiques qui permettent justement d'évaluer ce que vous nous disiez, c'est-à-dire l'impact social, le lien social qui par essence est fluide et difficile à évaluer? Oui, on a réuni des chercheurs aux côtés d'acteurs de terrain et on a construit à travers ce rapport sur le lien social un référentiel d'indicateurs communs qui est basé sur 8 catégories, 8 facteurs de fragilisation du lien social, que sont les inégalités éducatives, les évolutions des structures familiales. Vous savez que le délitement des réseaux familiaux aussi est un facteur de fragilisation, la précarité économique et les mutations du monde du travail, les discriminations, les inégalités entre les territoires, le désengagement politique, les inégalités en matière de santé et les crises environnementales. Donc ça veut dire que ces indicateurs, ils peuvent par exemple être utilisés par des entreprises ou des associations qui essayent d'évaluer justement leur impact social? Oui, et par les pouvoirs publics. L'idée, c'est que qu'on soit un acteur public, un acteur privé ou une association, à partir de ce référentiel d'indicateur, qui est le fruit d'un an de travail de nos chercheurs, on peut, à chaque niveau de décision publique ou privée, se demander est-ce que la réforme, le projet que je veux mener, est-ce qu'il est de nature à améliorer, renforcer, ou au contraire à affaiblir le lien social, et donc intégrer ces indicateurs en amont de la conception des actions pour réfléchir à des actions qui ont véritablement de l'impact. Vous parlez d'une matrice des effets, c'est ça? Oui, la matrice des effets, ce sont en effet ces 8 facteurs de fragilisation qui sont déclinés ensuite en indicateurs. Et qui sont déjà utilisés? Vous avez déjà le retour d'expérience, soit des pouvoirs publics, soit d'une collectivité qui l'utilise? Non, on a rendu public le rapport il y a à peine un mois et on a déjà des demandes de fondations, d'associations pour les accompagner à intégrer ces indicateurs en interne. C'est pour ça que vous l'avez créé? Parce que vous ressentiez le besoin justement de pouvoir intégrer cette mesure à un bilan plus général? Oui, standardisé, même si j'utilise ce mot avec des pincettes aujourd'hui, bien sûr. Mais oui, c'est lorsqu'on lance un sujet, lorsqu'on s'intéresse à un défi social ou environnemental, à l'impactant, qu'on se demande en effet si le secteur en a besoin. En l'occurrence, ici, c'est le cas. Merci beaucoup, Tony Bernard. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, les conséquences environnementales de la course mondiale à la puissance sur l'intelligence artificielle.